Je suis Marie-Joëlle Zahar, professeure de sciences politiques et directrice du réseau de recherche sur les opérations de paix, une unité du Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal. Comme vous le savez probablement, cette discussion aurait dû se tenir dans le cadre de la 6e édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas le Forum Saint-Laurent, celui-ci a été créé en 2015 à l'initiative des universités de Montréal, du Québec à Montréal et Laval, afin de promouvoir le développement et la diffusion d'une expertise francophone sur la sécurité internationale, de favoriser les échanges entre universitaires, fonctionnaires, praticiens des milieux des affaires, décideurs politiques et membres de la société civile, et de contribuer au rayonnement du Canada et du Québec dans la sphère francophone. Cette 6e édition était intitulée « De l'instabilité à la coopération mondiale, solutions pour une nouvelle décennie ». Elle faisait suite à une réflexion amorcée en 2019 sur les bouleversements de l'ordre mondial et les nouveaux usages de la puissance dans les relations internationales. La COVID-19 a mis en relief les failles du système international. Pour discuter de tout ceci, j'accueille aujourd'hui 3 collègues et amis, spécialistes des questions de sécurité internationale. Il s'agit tout d'abord de Jennifer Welsh, titulaire de la chaire de recherche Canada 150 sur la gouvernance globale et la sécurité à l'Université McGill et chercheur senior à Somerville College à l'Université d'Oxford. Anciennement conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, sur la responsabilité de protéger. En audio avec nous seulement, Paul Simon Handy, directeur de la division de la prévention des conflits et de l'analyse de risques à l'Institut pour les études de sécurité, think tank le plus prestigieux du continent africain, situé à Pretoria, mais qui se joint à nous de Dakar. Et finalement, Justin Massy, professeur agrégé de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et co-directeur du tout nouveau réseau d'analyse stratégique lancé dans le cadre du programme de mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité du ministère de la Défense nationale du Canada. Donc, bonjour à vous 3, merci beaucoup de bien vouloir vous joindre à moi ce matin. Je sais que ce n'est pas toujours évident de faire du télétravail de la maison. Comme je viens de le mentionner, les bouleversements de notre monde ne peuvent pas tous être imputés à la crise sanitaire que nous vivons. L'ordre multilatéral était déjà bien malmené avant mars 2020, notamment, mais pas uniquement, par les luttes entre les grandes puissances. Et je voudrais commencer notre discussion en vous demandant de penser à l'avant-Covid-19. Si vous vous projetez en arrière, comment auriez-vous décrit au début de l'année 2020 les grandes tendances et les défis en termes de sécurité internationale? Et je commencerai peut-être avec toi, Jennifer. Wow! Certains jours, il est très difficile de penser au monde avant, parce qu'on parle toujours de le monde après. Vous avez tout à fait raison de dire que l'ordre multilatéral subissait des tensions importantes avant COVID-19 et dans certains cas était gravement défectueux, en particulier si nous pensons à la paralysie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et à son échec absolu à faire face à la guerre en Syrie. Il y avait au moins 3 problèmes principaux auxquels était confronté l'ordre multilatéral avant COVID. Premièrement, l'incapacité du système multilatéral à faire face aux changements profonds de pouvoir. Deuxièmement, le déclin de l'efficacité des institutions multilatérales et l'impasse fréquente dans les processus multilatéraux. Et troisièmement, le déclin de la légitimité de la coopération internationale face aux défis populistes. Alors, je vais continuer en anglais pour le moment. First, the reconfiguration of power globally. The first and most familiar manifestation of this is the rebalancing of power between Western states and non-Western states, particularly within Asia. So while the US remains significant globally, economically, militarily, its relative position is weakening.
And the multilateral order was experiencing stress because, most simply, the United States was and is having great difficulty coping with its relative decline and has abandoned its belief in and commitment to a rules-based system. This trend, combined with China's assertiveness, was leading to this intensified cooperation, a competition between the United States and China. And it was manifest already in a number of ways before COVID, in terms of trade wars and active strategies of economic decoupling. But the second part of the power shift I think is important is the general rise of what we might call the rest and the growing density of South-South interactions. So what we were beginning to see was the rise of regional orders to compete with multilateral orders, and that being somewhat awkward to manage. Second, let me turn to declining effectiveness of multilateral institutions. It's become obvious to say that many of the traditional tools we've had since 1945 are proving not up to the task. There were many prominent examples of this: the stalled Doha trade round at the WTO, the limited gains in Madrid on climate change, the failure to uphold the Nuclear Non-Proliferation Treaty, and I think this is maybe the most telling, the failure to have any significant kind of cooperation on refugees and migration, despite the attempts at new global compacts in 2018. There are lots of explanations for this. Some point to the irreconcilable differences among the great powers. Others focus on the intent of particular states to sabotage the multilateral system. We can also point to the weak enforcement provisions that we have in the multilateral institutions, no way of holding rule breakers to account, or we can simply focus on the very clunky multilateral processes that we have that don't match the fast-paced global problems we face, or the fact that those problems are much more expansive, not just because they involve a bigger group of countries, but because they extend more deeply inside countries. They penetrate into the domestic policy space. And we know this in Canada with climate change very vividly, right? But I think one of the most telling criticisms of multilateralism is that the structure did not reflect the current distribution of power. And that gave rise to these constant legitimacy critiques of the system, that we couldn't defend the membership privileges that were given to some states in the multilateral system. And this leads me to the third challenge, the declining legitimacy, not so much effectiveness, but legitimacy of the multilateral system. And this was heightened by populism, the growing belief around the world that international cooperation itself, especially when it's aided by technocratic expertise, is no longer a legitimate way of delivering prosperity and security. This was profoundly shaken by Brexit and other developments, but of course the malaise is much more widespread than that. And we can think of many countries, Brazil, India, Turkey, that were also falling prey to populist challenges. But it's of course extremely prevalent in the US, where the current suspicion of globalism within the political elite and the mantra of America First was running counter to many of the impulses and ideas that inspired the creation of our multilateral system. So those are my trois problèmes principaux. Merci beaucoup, Jennifer. C'est un portrait à la fois très vaste, mais également, je pense, très, très complet des grandes tendances. Justin, tu as récemment dirigé un ouvrage sur le déclin de l'hégémonie américaine. Peut-être te demander de réfléchir, de rebondir sur ce que Jennifer vient de souligner par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et à la place des États-Unis dans le monde et éventuellement dans les bouleversements que nous voyons actuellement.
Oui, tout à fait. Ben, pour rebondir sur ce que Jennifer disait, elle a fait un très beau tableau, je crois, un très beau portrait des enjeux qui précédaient la COVID et qui étaient bouleversants en soi. Donc, avant même qu'on parle d'une pandémie mondiale, le système international était vacillant. Euh, et une grande partie de ce qui a animé, je dirais, 2019, c'était l'accélération de ces facteurs-là, les tendances lourdes que Jennifer a abordées, par ce leadership, disons, plutôt ambivalent, vacillant du président américain Donald Trump, qui a créé énormément d'incertitudes, qui a attisé même des divisions au sein du monde occidental. Et quand on veut parler du leadership américain, moi, je mets toujours l'accent sur le followership, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leader, on ne peut pas exercer du leadership si on n'arrive pas à amener un certain degré d'unité, de cohésion et de ralliement au sein du monde occidental et même au-delà. Et c'est ce qui était clairement manquant avec une approche basée sur le transactionnalisme. Si je vous donne de la sécurité face à vos adversaires, je veux en retirer des bénéfices financiers directs pour les États-Unis. La guerre commerciale avec la Chine amène également beaucoup d'alliés, beaucoup de partenaires à devoir trancher, à adopter des stratégies de plus en plus ambivalentes, à tenter de, ce qu'on dit en anglais, de faire du hedging, essayer de limiter un peu les dégâts parce que le marché chinois étant tellement important, mais à nouveau, la sécurité assurée par les États-Unis était également un intérêt national fondamental et donc beaucoup d'alliés, et j'inclus là-dedans le Canada notamment, sont un peu pris parfois entre l'arbre et l'écorce. Et ça, c'était des tendances profondes qui existaient avant. Et avec cette tension avec la Chine-là, j'ajouterais également qu'il y a cette possibilité de nouvelles courses aux armements aussi, avec les traités avec la Russie aussi qui ont été mis fin, qui peut relancer, si vous voulez, les tensions de manière encore plus militarisée, alors qu'on voyait le déclin depuis plusieurs années des guerres interétatiques où c'était essentiellement des guerres intra-étatiques, donc à l'intérieur des sociétés qui animaient les conflits mondiaux. Mais là, il y a cette crise-là qui est exacerbée par le leadership vacillant du président Trump qui pourrait générer davantage de tensions, voire attiser le risque d'un conflit interétatique majeur. Et ce qu'on craint, bien sûr, c'est qu'un conflit régional, comme il y a lieu en Syrie, comme il pourra avoir lieu en mer de Chine, puisse dégénérer. Et c'est absolument incertain quelle serait la trajectoire des États-Unis en ce cas-là, parce que on a de la difficulté à savoir ce que le président va penser la semaine prochaine, donc encore moins ce qu'il penserait d'un conflit régional qui pourrait s'exacerber. Et j'ajouterais un dernier élément par rapport à la montée du populisme. Effectivement, c'est un élément très important qui soutient le repli sur soi qu'on ne voit pas juste aux États-Unis, mais avec le Brexit, évidemment, britannique et ailleurs en Europe également, et qui est attisé par beaucoup d'acteurs qui souhaitent une démondialisation parce qu'on estime que les retombées de la mondialisation n'ont pas été également partagées. Et donc, la crise des inégalités sociales mondiales, je crois, est également un phénomène profond qui continue de diviser la société internationale et qui risque d'exacerber les tensions donc entre les différentes nations. Justin, merci beaucoup, Justin. Paul Simon, je vais peut-être me tourner vers toi. Le continent africain est souvent le théâtre sur lequel se jouent les tensions internationales. Il connaît depuis quelques années une présence et une politique assez agressive de la Chine qui cherche à courtiser les pays africains, qui est devenu pour certains le premier bailleur de fonds étrangers. C'est également un continent qui a beaucoup souffert à sa manière de la paralysie du Conseil de sécurité dont parle Jennifer, mais également un endroit où un régime de sécurité collectif régional a cherché à pallier un peu aux déficiences ou bien au manque du système international tel qu'il se présente aujourd'hui. Comment vois-tu les choses de Dakar où tu es actuellement? Alors, mais, un peu comme les deux collègues, je vois un monde de plus en plus globalisé, avec plus d'interdépendance, mais naturellement des réponses qui restent très souvent nationales à cette tendance lourde de la transnationalité des menaces qui sont globales. Hein. Le changement climatique, l'extrémisme violent, la criminalité organisée sont bien
des menaces, et même de plus en plus la cybercriminalité, qui sont bien des menaces qui vont bien au-delà de la géographie. Mais les réponses semblent être relativement dépassées. On peut parler de décalage entre la mondialisation des processus tels qu'on la connaît, le développement des technologies et tout, et la crise finalement de la gestion de cette mondialisation-là. En clair, des réponses étrangement nationales à des problèmes transnationaux. Et on voit aussi quand même aussi, tu parlais de la crise de l'Union africaine, du fait qu'elle a installé des régimes de sécurité collective qui pallient à l'absence ou alors à la vigueur des régimes nationaux. Mais on voit aussi quand même de l'autre côté la crise d'un régime transnational, l'Union européenne. Une crise qui prédate l'arrivée du Covid. C'est quand même l'un des plus grands projets de gouvernance supranationale que la crise du Covid-19 est venue ébranler et qui pose des problèmes même sur le modèle, même celui qu'on voit en Afrique. Et bien sûr, on voit aussi la politisation des migrations et un essor considérable. Mais moi, j'aimerais quand même ajouter à ça deux autres éléments qui… je suis africain, tu parlais des crises en Afrique, mais il y a une crise du maintien de la paix qui a aussi de la peine. Ça rejoint un peu la discussion sur la crise de légitimité au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il y a aussi une crise du maintien de la paix qui a de la peine à s'adapter à la nouvelle donne qu'on a décrite. Des menaces qui sont de plus en plus transnationales, mais des mandats de maintien de la paix qui restent très nationaux. Et puis, pour terminer, il y a quand même aussi la crise et les difficultés de l'Occident à se penser autrement que comme la référence du monde. Et c'est ce qui a été traduit plusieurs fois aussi dans les différences entre l'Occident et les autres. Et là, pour l'Occident, c'est véritablement aussi un terrain assez inconnu. Nous sommes véritablement en face de ce qu'on pourrait appeler une surprise stratégique. Merci beaucoup, Paul Simon. Bon, à vous trois, vous nous avez quand même brossé un tableau assez complexe, plein de défis. Et aujourd'hui, s'y ajoute un autre, tellement grand que, comme Jennifer l'a dit au début, il est parfois difficile de revenir en arrière et de se rappeler à quoi ressemblait le monde avant la COVID. J'aimerais vous demander quel impact, selon vous, la COVID aura-t-elle sur l'ordre multilatéral et sur la sécurité internationale? Paul Simon, peut-être commencer par toi et te demander, puisque tu en as déjà parlé, penses-tu qu'elle va encore approfondir ce paradoxe dont tu nous as fait part, à savoir des problèmes globaux et des réponses très nationales, ou bien penses-tu que c'est une opportunité pour peut-être la renégociation d'un multilatéralisme revigoré? Alors, je pense que peut-être que nous sommes dans un champ, et je ne voudrais pas faire ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, mais je crois véritablement que c'est une opportunité. Les États, les sociétés civiles ont tous été pris au dépourvu par cette crise, même s'il y a eu beaucoup de travaux d'experts en prospective sur les pandémies. Mais on voit bien que nous avons été surpris et en Afrique, d'ailleurs, nous sommes en train de vivre un paradoxe assez intéressant parce que l'Afrique a été frappée par la crise économique avant de connaître en fait la crise sanitaire en tant que telle, qui n'est qu'en train d'évoluer et n'a pas encore atteint les proportions qu'on voit dans certaines autres régions du monde. Ceci tient naturellement au mode d'insertion de l'Afrique dans l'économie mondiale. Ce n'est pas par hasard que l'une des premières actions de l'Union africaine a été de mettre sur pied un groupe d'éminentes personnes chargées de négocier un moratoire, une réduction ou même une annulation de la dette totale de la dette publique africaine. Pour l'Afrique, on a vu une tentative par l'organisation continentale de prendre en main certains aspects de la gestion collective de la réponse
au Covid, ce qui est quand même assez inédit quand on voit, par exemple, comment l'Union européenne a peiné à prendre l'ampleur du danger. Mais en Afrique, finalement, la réaction de l'Afrique a les avantages de son inconvénient. L'Afrique reste un ensemble de pays, est composé de pays relativement faibles et naturellement l'Union africaine peut apporter un certain soutien qui n'est pas financier, mais qui est plutôt normatif et qui est extrêmement apprécié par les gouvernements. Mais ceci dit, l'Afrique est peut-être le continent où les réponses à la pandémie ne se résument pas seulement à une succession de réponses nationales. Le rôle que l'Union africaine et certaines communautés économiques régionales ont joué et continuent de jouer est relativement inédit, complète l'action, les réponses des États qui restent un peu, on reste quand même un peu dans une sorte d'inconnu, étant donné les incertitudes qui règnent autour du virus, autour de sa résilience finalement, et des développements que nous devrions connaître. Mais en gros, ce que je retiens sur l'Afrique et le virus, c'est qu'il va exacerber les dettes des pays africains et que finalement l'impact économique risque d'être celui-là qui bouleversera plus les modes d'insertion de l'Afrique dans l'économie mondiale. Justin, peut-être me tourner vers toi maintenant. En regardant les choses à partir d'Amérique du Nord, quel portrait dresserais-tu de l'ordre mondial, des tensions de l'ordre mondial et de la manière dont la COVID a en fait influencé ces dynamiques-là? Je débuterai par dire qu'il est très tôt pour examiner la pandémie et ses effets parce que, on est seulement dans son début. On ne sait pas combien de temps la COVID va affecter le monde. On ne sait pas combien de vagues il va y avoir, quand il va y avoir un vaccin. Et on est à peine dans le début de la gestion de crise. Donc, et les politologues sont rarement réputés pour être des très bons à la prédiction, si on veut. Et donc, on analyse beaucoup ce qui s'est passé hein, et on tente de dresser des tendances lourdes. Mais quand on regarde, donc, dans le dernier mois et demi, la gestion de crise en Amérique du Nord, à mon sens, ça accélère les phénomènes qui existaient avant la crise. Il n'y a pas de grandes surprises ou grandes nouveautés. Les tensions qui existaient entre le Canada et les États-Unis se sont exacerbées, les relations avec la Chine également. Bien sûr, parce que l'épicentre est maintenant aux États-Unis de la pandémie, donc on a dû fermer les frontières et c'est particulièrement rare pour le Canada qui souhaite fermer une frontière. L'essentiel de la politique étrangère canadienne, si on pouvait la résumer, tient à garder la frontière ouverte avec les États-Unis. Et là, pour la première fois depuis 150 ans, on considère que pour la sécurité nationale du Canada, la santé nationale du Canada, on doit maintenir cette frontière fermée-là. Et donc, c'est un changement de paradigme qui risque d'avoir des conséquences possiblement durables dans la mesure où, si s'installe une habitude de frontières plus étanches, que l'on avait tenté de percer depuis le 11 septembre 2001, suite à l'ensemble des mesures de sécurité qui avaient été adoptées, mais si cette tendance-là au niveau de la santé ou qu'on limite le trafic de personnes et de marchandises, ça peut avoir un impact économique profond pour le Canada, mais aussi tout un changement de façon de concevoir même les relations en Amérique du Nord, qui sont très nord-sud plutôt qu'est-ouest entre ces deux pays. Donc, de ce côté-ci. Et du côté de la Chine, bien, tout le problème de chaîne d'approvisionnement, de produits médicaux défaillants que l'on a reçus ou la difficulté d'avoir ça, va amener le Canada probablement à adopter une politique beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus indépendante dans certaines industries clés que l'on avait abandonnées volontairement suite à cette mondialisation de ces chaînes d'approvisionnement-là. Donc ça pourrait avoir aussi un impact significatif. Et je dirais, pour poursuivre aussi avec ce que mon collègue disait en Afrique, la même crise des finances publiques va exacerber énormément la situation économique aux États-Unis et au Canada, ou des États-Unis où ils étaient déjà dans des déficits faramineux, et au Canada où on n'entrevoit même pas la fin de ces déficits-là. Et cette crise des finances publiques-là peut avoir d'énormes conséquences pour la politique étrangère, parce que les Canadiens sont peu enclins habituellement à vouloir investir normalement dans l'appareil d'État
la diplomatie, de l'aide étrangère et de la défense nationale, et voire des politiques migratoires conséquentes. Et donc, s'il y a des crises financières et qu'on doit investir davantage dans la santé publique, donc de ressort intérieur, il est possible que l'on coupe dans des budgets qui étaient déjà réduits en matière d'affaires internationales. Et je terminerai en disant que ce qui va exacerber ça, c'est que l'attention du public nord-américain est tournée vers l'intérieur. Toutes les grandes questions, les grands enjeux internationaux sont de second plan, si on veut. Ce qui est important, c'est la crise nationale, les enjeux internes, voire les dissensions internes à l'intérieur des deux pays, alors que ce qui se passe sur le continent européen, asiatique, africain est occulté dans les médias. Et donc, n'étant pas saillant dans la tête des Nord-Américains, il est fort possible qu'on souhaite des gouvernements qui vont s'investir davantage localement plutôt que globalement. Et ça peut avoir une conséquence d'exacerber les défis et les crises et les tensions que l'on a abordées jusqu'à présent. Jennifer, peut-être me tourner vers toi. Tu as identifié 3 dimensions des défis et des bouleversements de l'ordre multilatéral. Et en écoutant nos collègues, on voit bien également quelque chose d'autre qui se profile, le degré auquel aujourd'hui on ne peut pas penser l'ordre international sans penser au lien entre développement et sécurité. Les questions de dette, les questions d'économie nationale sont aujourd'hui saillantes, tout comme est revenu sur le tapis des débats cet équilibre précaire entre des politiques plus nationales, voire nationalistes, et une position plus multilatérale, plus ouverte à la coopération, etc. Donc, peut-être me tourner vers toi. Je sais que tu as beaucoup réfléchi à ces questions récemment. Veux-tu peut-être compléter avec des réflexions d'ordre plus global? Oui, oui, oui. It's interesting just to begin with the reflection that when our multilateral order post-1945 was built, it was because international phenomenon had crept so closely to touch the national interests of major states, most notably the United States, which was pulled out of isolation into creating the multilateral system. And so, once again, we face a similar situation in which the question is, are those tendencies which turn countries inward going to be challenged by the very nature of the problems we face that are global collective action problems? And if so, which of those do we address and how do we address them? So if you look at COVID's impact on some of the existing institutions, in many ways it's exacerbated the problems that I outlined. The Security Council, for example, has been unable to discuss COVID as a matter of international peace and security, which shows you the very difficulty we have in the heart of the UN system, that those threats to peace and security are once again being defined so narrowly by the great powers. We have the body that was created to address global health problems, the WHO, facing a profound legitimacy challenge. It's not clear how it will recover and how we will address what was the ultimate problem at the heart of the WHO, is that its mechanisms for trying to bring about greater transparency and self-reporting on the part of states was ultimately voluntary. You cannot compel states to do that. You have to see it as being in your enlightened self-interest to share that kind of information. And so the system itself contains within it some intractable problems. But certainly, this is a moment for thinking much more creatively and much bigger. We don't necessarily need to rest on the institutional solutions that we have. If we think about the global health field, some of the most innovative things that have happened over the last 3 decades have been through public-private partnerships, have been through very issue-specific cooperative arrangements that haven't involved centrally the WHO.
And so that may be one way of thinking forward. I do think, to your question about the relationship between development and security, we face a real question about the fate of one of the bright lights that existed before COVID-19. And that was the world's agreement on the Sustainable Development Goals. The multilateral process had managed to achieve that. But what do we do now with the SDGs and the SDG process, given the decimation of economies from COVID-19? How will we rethink the SDGs? And I would start there because they represented a coalition of actors that didn't include only sovereign states, but civil society, as Paul was talking about. So I think that is an area where we might begin some of our deliberations. Extrêmement intéressant, effectivement, la question du sort des objectifs du développement durable est aujourd'hui sur le tapis, mais également d'autres problématiques. Et je voudrais peut-être revenir pour un deuxième round et poser la question à Paul Simon de l'impact sur les opérations de maintien de la paix qu'il a lui-même déjà définies comme étant en crise et incapable de s'adapter à des transformations qui prédataient la COVID. Mais quel impact la COVID aura-t-elle sur ces opérations-là, à ton sens, Paul Simon? Alors, les opérations de maintien de la paix sont déjà impactées aujourd'hui par la crise du Covid-19. Notamment, on voit que la fermeture des frontières qui a été décrétée dans plusieurs États où les opérations de maintien de la paix sont déployées ont une incidence directe sur la rotation des troupes, par exemple, qui est un élément essentiel dans la mise en œuvre des mandats, des missions des Nations Unies. Même l'abrogation, la suspension des vols à l'intérieur des pays aussi fait que même des questions d'approvisionnement restent extrêmement délicates. Ceci, dans certains cas, on l'a vu au Mali, par exemple, on l'a vu aussi récemment en République centrafricaine, pousse certains groupes armés à prendre des positionnements qui prennent de court la mission de la paix. Mais il y a aussi que si la crise, si l'épidémie devait s'installer, même sur le moyen terme, ceci poserait des défis encore plus difficiles aux opérations de maintien de la paix parce que toute la dimension politique de la mise en œuvre des accords de paix, de la négociation de ces accords de paix va être entravée par les restrictions au mouvement, par le fait qu'il sera de plus en plus difficile de rencontrer des gens physiquement. Et nous, on a la chance de pouvoir discuter sur des plateformes sophistiquées, mais ce n'est pas le cas lorsqu'on est dans un pays en développement et qu'on doit discuter d'une capitale avec des gens qui sont en province. Donc, on voit que si la pandémie devait perdurer, même seulement à moyen terme, ceci aurait un coût énorme pour les opérations de maintien de la paix qui devraient se réinventer pour maintenir un minimum d'opérations et d'efficacité sur le terrain. Merci beaucoup, Paul Simon. Justin, je ne peux pas m'empêcher. Tu viens de nous parler de chaînes d'approvisionnement, mais je sais que tu es aussi un spécialiste de défense. Et la défense nationale, pour la plupart des petits États et des moyennes puissances, était quelque chose qui était basé essentiellement sur des logiques de coopération. La plupart des États n'assurent plus leur propre sécurité nationale. Quel impact penses-tu que la COVID-19 pourrait avoir sur la manière dont ces États-là vont devoir repenser leur sécurité nationale? D'une part, je pense que la COVID amène les États à suspendre pour plusieurs éléments leurs opérations extérieures. On le voit dans les opérations en Irak, en Syrie, en Afghanistan,
Dans plusieurs opérations, les Occidentaux ont soit suspendu, soit réduit considérablement leurs opérations, simplement par souci de protection de la force, donc de protéger des soldats qui peuvent contracter, bien sûr, la COVID. Mais à mesure que l'on va sortir de la crise, disons, immédiate qui est celle de santé publique, l'impact va être encore plus profond, je dirais, notamment à cause de la crise des finances publiques qui va suivre la récession, mais aussi de tous les bouleversements géopolitiques dont on a parlé qui sont exacerbés. Donc, si on regarde au sein de l'OTAN, donc oui, effectivement, la plupart des États se tournent vers les États-Unis pour assurer leur protection. Or, cette protection-là est de moins en moins garantie. On l'a vu avec le président Trump, son transactionnalisme, donc son désir de mélanger, de brouiller la balance commerciale avec les garanties de sécurité américaines, amène plusieurs États à reconsidérer leur stratégie. Le montée du populisme amène beaucoup d'États également à vouloir garder leurs soldats chez eux plutôt que de les déployer à l'étranger, ou plutôt vouloir les déployer seulement pour limiter le nombre de migrants qui voudraient traverser leurs frontières. Et donc ça a créé énormément d'animosité et ça déplace des conflits et ça crée des quantités faramineuses de réfugiés et de personnes déplacées dans des zones extrêmement difficiles. Du côté de l'Asie, plusieurs États sont plutôt amenés à vouloir améliorer leurs relations avec la Chine, sachant que la sécurité offerte par les États-Unis n'est plus aussi garantie qu'elle était par le passé. Et compte tenu de l'argent qui semble pas être un problème pour Pékin, quand il s'agit de traiter et de négocier avec ses partenaires régionaux, plusieurs entrevoient de manière d'un bon œil, si vous voulez, ce leadership régional-là qu'exerce la Chine et qui se déplace de plus en plus de manière globale. On le voit notamment en Afrique présentement. Et c'est donc, ces tendances-là sont difficiles et pour plusieurs, ils vont devoir répondre à tout ça avec des budgets limités. Parce qu'on l'a vu à l'OTAN depuis les, je dirais, 3 à 4 dernières années, il y a une augmentation très significative des budgets accordés à la défense, notamment parce que la plupart des pays ont dû acquérir de nouveaux appareils militaires extrêmement coûteux. Prenons le cas du Canada. Tout est en cours d'acquisition. Le Canada n'a presque plus rien. Ses avions sont désuets, ses navires sont désuets, il n'y a plus de camions, les sous-marins sont désuets, les radars sont désuets. Tout est planifié pour être dépensé dans les 5 à 10 prochaines années. Exactement là où les coûts de la pandémie à travers la récession vont se faire le plus sentir. Si on devait couper les budgets de la défense, ce qui est fort probable compte tenu des coûts économiques qu'entraîne la pandémie, on va couper normalement dans les acquisitions parce qu'il est très difficilement politiquement de couper les bases parce que ça touche des communautés économiques régionales à travers le Canada. C'est difficile de couper le personnel parce qu'il y a déjà très peu de gens qui font partie des forces canadiennes. Et donc, habituellement, où est-ce qu'on coupe? Ce sont dans les opérations, donc une réduction de la capacité à contribuer à la sécurité internationale d'un côté, et de l'autre côté, réduire, bien sûr, ce qui coûte le plus cher, les nouveaux appareils. Donc, on peut s'attendre à ce que pour plusieurs États qui soient dans la même situation que le Canada, réduisent leur capacité, donc non seulement à court terme de contribuer, mais également à long terme, parce que n'ayant plus investi dans des infrastructures, dans des appareils, dans des radars, dans des navires, etc., on n'aura plus la capacité de se déployer à l'étranger aussi grande qu'on l'avait auparavant. Et donc, c'est un impact qui peut être beaucoup plus long que la suspension, disons, immédiate que l'on constate présentement dans la lutte contre la COVID. Merci, Justin. Merci à vous trois pour ces portraits. J'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec des collègues qui, comme moi, sont soucieux non pas juste d'analyser, mais également de réfléchir à proposer et mettre en œuvre des solutions, même si, comme tu le disais tout à l'heure, Justin, la COVID, ce n'est pas encore terminé et nous sommes actuellement en train de réfléchir à chaud. Mais je vais quand même vous demander de vous livrer à cet exercice et de passer en mode recommandation. Si vous deviez aujourd'hui faire une recommandation, que ce soit au gouvernement canadien, à l'Union africaine, aux Nations unies, de quelque chose qu'on devrait faire ou bien de quelque chose qu'on devrait absolument éviter de faire, quelles seraient vos suggestions? Et Justin, comme tu viens d'assumer la direction de ce nouveau réseau
d'analyse stratégique qui a pour vocation justement de faire le lien entre analyse et pratique. Je vais peut-être commencer par toi. Je pense que le plus grand défi sera de réconcilier les grandes puissances. Parce que la dysfonction dont Jennifer parlait au Conseil de sécurité reste une dissension entre 5 États principalement et 2 ou 3 en particulier. Et c'est extrêmement difficile de surmonter cette crise-là. Et habituellement, ce qu'on aurait souhaité, c'est que les États, disons, secondaires qui assurent l'ordre international libéral puissent contribuer ou compenser par le leadership vacillant des États-Unis, peut-être l'affirmation militaire russe qui tente toujours de brouiller les cartes et d'y aller avec des intérêts très, très à court terme, et la Chine qui progressivement étend son influence. Ça place beaucoup de pays, que ce soit les membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations unies, mais plusieurs autres pays, disons, du G20, dans une situation difficile. Et ce qu'on voit dans les derniers sommets, c'est une difficulté de réconcilier les positions. Or, c'est clé pour moi. Il faut réussir à réconcilier les positions. Il faut tenter de mettre de l'eau dans le vin de chacune des grandes puissances. Il faut, par exemple, reconnaître plus concrètement que la Chine a des intérêts pour sa sécurité régionale sur sa périphérie, de ne pas voir nécessairement toute présence militaire chinoise qui s'accroît bien sûr en mer de Chine notamment, comme étant une menace directe aux États-Unis et à l'hégémonie américaine, parce que si c'est le cas, ça entraîne une course aux armements et possiblement un conflit régional. Et de l'autre côté, la Chine doit reconnaître certains intérêts et certains avantages américains pour ne pas toujours concevoir que quand l'on perçoit une intrusion chinoise dans le 5G, par exemple, au niveau technologique ou dans les acquisitions d'industries pétrolières ou minières, que c'est légitime de dire non à la Chine si on n'a pas les mêmes, disons, une mutualisation des accès. Parce que d'un côté, la Chine souhaite investir les marchés occidentaux, mais de l'autre côté, refuse la chose pareille à ses investisseurs étrangers en mettant toutes sortes de conditions pour les investissements des Occidentaux en Chine. Il faut trouver cet équilibre-là entre les deux au niveau commercial et au niveau sécuritaire pour tenter d'assurer une certaine concertation, un certain leadership conjoint, si vous voulez, qui n'est pas dicté par deux puissances, mais dont les autres puissances doivent trouver ce terrain d'entente-là pour faciliter cette gouvernance mondiale-là. Donc, je retiens que les pays doivent mettre un peu d'eau dans leur vin et essayer de travailler de concert en reconnaissant les intérêts des uns et des autres. Paul Simon, si tu devais de ton côté peut-être te projeter et recommander que ça soit à l'Union africaine, voire aux Nations unies, quoi faire ou quoi ne pas faire, en pensant particulièrement à des recommandations qui pourraient influencer le cours des choses en termes d'ordre et de sécurité internationale. Quels seraient tes terrains de prédilection? Alors, clairement, il faut des réponses communes et globales. Cette crise vient nous rappeler combien nous sommes tous dans le même bateau, que la seule sécurité est humaine, comme nous le disait le Programme des Nations Unies pour le développement en 1994. Cette crise nous rappelle que c'était loin d'être seulement un slogan. La sécurité est humaine et il faut des cadres adéquats pour y faire face. Paradoxalement, ceci peut être un plaidoyer, un argument pour plus d'ONU, mais la question est de savoir quelle ONU, certainement pas celle dont Jennifer a admirablement décrit la crise de légitimité actuelle, notamment lorsqu'il s'agit du Conseil de sécurité. Donc, il y a, à mon avis aussi, ce que cette crise nous rappelle et qu'il faudrait peut-être rappeler aux États individuellement, pas qu'en Afrique, mais dans le monde, c'est qu'on voit un retour de ce qu'on appelle l'État, ou du moins des appels au retour de l'État, qui sont le signe, à mon avis, qu'il n'y a pas que l'homo economicus dans le monde et que finalement, le réinvestissement
dans les secteurs sociaux est important et ne peut pas être laissé aux seules forces du marché. Dans plusieurs États occidentaux, on a vu que les systèmes de santé étaient en crise, notamment en raison d'une privatisation avancée. Et aujourd'hui, il faut, ça se voit, et je pense que c'est un constat qu'on peut faire pour le monde entier, il faut réinvestir les domaines de la santé, parce que la santé publique ne peut pas être laissée seulement aux forces libérales. Et plus près de moi, ici, en Afrique, je pense que l'Afrique se rend compte de se rend compte une fois de plus de son extrême dépendance. On voit que quand la Chine éternue, l'Afrique prend froid. Et quand le reste du monde attrape aussi ce froid, et l'Afrique en vient à faire un peu de mendicité internationale sur la question de la dette. Donc, à mon avis, là, un rôle accru de certaines institutions, mais aussi, j'ai bien aimé l'idée de Jennifer d'être créatif à trouver de nouvelles formes de coopération internationale qui ne passent pas forcément par les structures rigides des organisations internationales qui, finalement, sont émasculées par ceux-là même qui sont, ces États-là même qui sont supposés les faire vivre. Jennifer, je vais me tourner vers toi. Derrière moi. Tu as déjà eu l'oreille de dirigeants à l'échelle nationale et internationale. Si aujourd'hui, tu pouvais chuchoter à l'oreille de ces dirigeants-là des conseils, des recommandations, quelles seraient-elles? Et si tu as des pistes pour la créativité que tu voudrais partager, quelles seraient ces pistes-là? Merci. I will slightly cheat in that I have one recommendation with 3 parts. And that is Canada's last international policy statement was written just after the events of September the 11th. It's more than a decade old. It's time for a very, very hard-headed and strategic look by Canada at how it wants to face this new world. And my overall recommendation is that it needs to stop lurching from crisis to crisis, which it has been doing understandably over the last 6 months, but also turn off the autopilot in terms of operating with old mindsets about what the multilateral order looks like. I think there's 3 choices that Canada needs to make within that. That firstly is what posture it wants to adopt towards the multilateral order. Will it essentially be a country that is a system maintenance country that wants to keep the multilateral system floating? Does it want to reform existing institutions, or does it want to focus primarily on a series of key bilateral relationships, issue by issue? I think the one thing Canada needs to do within this is stop talking about preservation of the rules-based international order and talk instead about a rules-based international order. And there's a big difference between the and a. And as my colleagues have said, the suggests it's one where Canada is an active reformer and lets go of some of the status quo. The second choice it needs to make, and Marie-Joëlle, I think this is very close to your own interests, is how much we want to be involved in the prevention of conflict, or merely a country that, depending on how it wants to use its very meager resources, is only in the business of humanitarian assistance and the odd contribution to peacekeeping, which will be very different. Does it want to seriously invest in the prevention of conflict? And if it does, I think Canada needs to reorient its development assistance envelope dramatically to look at what the prevention of conflict would really entail. And then lastly, what posture do we want to adopt towards the United States?
when Justine mentioned the border, I was reflecting back on the worry that preoccupied Canadian policymakers the most in 2001 and 2002. And that was proving that Canada was not a haven for terrorists that would imperil the security of the United States. No matter how ludicrous the rumors were about the bombers, about the attackers coming from Canada, we were obsessed with proving we were not a security risk to the United States. Today, the situation is very different. Canada faces a country to its south that poses a risk to our security. And I mean, not just in terms of the health risk, but I would argue in terms of political instability. It is a very, very different world. And we need to decide what kind of relationship we want to have with the United States. My own view on this is that we need to think a little bit more about our regional identity, our relationship with Mexico, our relationship with countries in our hemisphere. And we need to stop thinking so defensively about ensuring that we simply minimize developments in the US that could hurt our economic and political interests. It's a real moment of opportunity for us to rethink our global strategy, and I hope that we as a country will. C'est un énorme programme que vous proposez tous les trois pour réfléchir à l'ordre et à la sécurité internationale post-Covid. Il est très clair que si l'on prend à cœur vos analyses, on ne peut pas attendre la fin de la crise pour commencer à réfléchir. Il faut commencer dès maintenant. Il s'agit de prévenir l'écroulement d'un système qui est déjà chancelant, mais faut-il le maintenir tel quel ou le réformer, comme Jennifer vient de poser la question? Que veut dire tout ceci pour les relations traditionnelles, que ce soit les relations entre le Canada et les États-Unis, entre l'Union européenne et l'Afrique, l'Union européenne étant le grand bailleur de fonds de la plupart des pays africains? Quel rôle pour la Chine? Peut-on imaginer un système basé sur des règles, mais pas nécessairement le système libéral tel qu'il existe actuellement et qui est en perte de vitesse et de légitimité? Clairement, des enjeux que l'on ne peut pas complètement couvrir en une heure, mais c'était tout le temps que nous avions. Donc je veux vous remercier énormément à tous les trois de vous être prêtés à cet exercice, et j'espère que ça va vous donner l'envie de venir en personne à l'édition 2021 du Forum Saint-Laurent. On se croise les doigts pour continuer la discussion. Entre-temps, prenez